Je me souviens d'un coup de fil ce jour de février d'il y a 2 ans. Ma meilleure amie, Alexandra Kozelik, est écrivaine et d'origine ukrainienne. Ce qui se jouait là-bas lui brisait le cœur et de manière très tangible. Elle me dit « J'arrête tout, il faut que je fasse quelque chose ». Je l'écoute, je ne sais pas trop quoi dire. Je lui dis d'écrire parce que c'est la seule arme dont elle dispose. Parler de la culture, de ce qu'elle sent dans son ventre, de l'identité profonde de son peuple. Elle l'a fait. Pendant des mois, elle n'a fait que ça. Et c'est devenu ce roman, L'Archiviste, paru aux Forges de Vulcain, qui racontait ce qu'était une culture perpétuellement menacée, récupérée par un homme sombre qui veut la détourner. Cette guerre m'a concerné d'abord par ce coup de fil et par ce livre. Ça crée un rapport très différent à l'événement lorsqu'il renvoie directement à un visage, quand d'un seul coup l'histoire fait irruption dans l'écouteur du téléphone. Ça fait s'intéresser davantage, être concerné par ce président Zelensky d'abord, un acteur presque potache, condamné à devenir du jour au lendemain un héros national. Et puis les premières villes que des gens effrayés quittaient, des images d'exode qui rappelaient des fantômes du passé. Et puis la résistance inespérée d'un peuple dont on attendait qu'il ne fasse pas long feu devant cette agression. Une annexion que les plus fatalistes avaient déjà intégrée à leurs analyses. Mais je ne voulais pas me consacrer à ceux qui réagissent au présent impérieux et qui publient dans l'urgence leur sagesse pragmatique. Notre rôle à Blast est d'historiciser. Je ne vais pas prétendre être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un universitaire. Ici, je fais dialoguer les documentaires et j'y apprends des choses avec vous. Je vous propose des films qui éduquent, qui élèvent, qui détachent de cette injonction constante à réagir ou à savoir quoi penser. Plutôt qu'ajouter à la confusion du monde, je veux tenter de le comprendre avec des films, de croiser des regards dans des documentaires pour établir un lien, une humanité dont souvent les journaux télévisés n'ont pas le temps. Alors, même si parfois c'est dur, prenons-le ce temps. Attention, cette vidéo évoque des documentaires traitant de la guerre en Ukraine. Elle contient des images de violence, de destruction et des témoignages éprouvants. Le combat commence dans les livres d'histoire. Les proverbes disent souvent qu'elle est écrite par les vainqueurs. Je lance ce documentaire Ukraine, un combat pour l'histoire de Dirk Schneider, disponible sur Arte. Il nous raconte ce qui se passe quand l'issue du combat est encore incertaine et que chacun défend sa version. Comment on instrumentalise le passé pour tenter de l'exploiter dans le sens de ses propres intérêts. Alors oui, pour ce premier doc, didactique et historique, je me transforme en Stéphane Bern. Mais c'est pour la bonne cause, et c'est pour le contexte. C'est pour essayer de comprendre un peu mieux les images qu'on se prend régulièrement dans le ventre. Quand on est historien, on a très souvent la désagréable impression que les gens nous mettent le grappin dessus pour seriner leur théorie de comptoir sur l'histoire. C'est exactement ce que fait M. Poutine, sauf qu'il dirige aussi un pays. C'est une forme de déclaration de guerre avec l'histoire en guise d'instrument de combat. Les Ukrainiens ne veulent pas que l'Ukraine ressemble à la Russie. Ce genre de guerre est le résultat de tous les squelettes que nos grands-pères ont laissés dans leurs placards et dont nous avons hérité. Une chose me frappe. L'Ukraine est au confluent de forces qui ont formé l'Europe et surtout, elle préexiste à la Russie, alors appelée la Moscovie, en tant que nation. Le pays et ses premières villes ont servi de comptoir commercial aux Vikings. C'est la première influence directe et fondamentale pour ce peuple. Dès le IXe siècle, un peuple viking quitte la Scandinavie à la conquête de nouveaux espaces. Ce sont les Varegs. Ils traversent la mer Baltique jusqu'à l'embouchure du Dniepr et remontent le fleuve loin dans l'intérieur des terres. Les Varegs s'enfoncent dans le pays des Slaves, une région qui sera bientôt nommée Rousse, d'après un mot scandinave. Le terme de Rousse est probablement lié au mot qui désignait les rameurs sur les navires. Les Vikings recherchaient des routes à travers le continent et fondèrent une capitale à Kiev. S'ensuivit une période de communication fascinante. Les gens du Nord y tissent des liens avec l'Empire byzantin. Le lieu est déjà stratégique. Et il attisera toutes les convoitises. Son sol est riche, en blé et en minerais. Cela sera à la fois sa chance
et sa malédiction. Les conquérants venus du nord développent le commerce avec le sud du continent, notamment le puissant empire byzantin. Constantinople est alors la capitale du christianisme. Les Varegs adoptent bientôt l'alphabet cyrillique dérivé du grec, et surtout le rite byzantin, le christianisme orthodoxe d'aujourd'hui. Le grand prince Vladimir reçoit ainsi le baptême en 988 et fait de Kiev le cœur du christianisme orthodoxe. C'est l'émergence d'un nouvel empire avant même l'existence de la Russie. Je découvre que notre chronologie et la perception qu'on a de l'Ukraine est largement biaisée. Les nations respectives, si elles partagent souvent une tradition et une mythologie commune, n'ont pas évolué de la même façon. Le président Poutine se voit comme l'héritier de Vladimir. Pour sa défense, ils ont le même prénom. Pourtant, je vous parle d'une autre réalité que celle qu'il met en scène. Le peuple ukrainien a été écrasé, d'abord par d'autres puissances, la Pologne en particulier. Cette dernière considérait déjà le pays comme une colonie du XIVe au XVIIe siècle. L'histoire, je le crains, n'est qu'un perpétuel recommencement. Seuls les acteurs changent. Pendant toute une période, du XIVe au XVIIe siècle, l'Ukraine a fait partie de la République des deux nations, la Pologne-Lituanie. C'est très important dans son histoire. Elle a été rattachée plus longtemps à la Pologne qu'à la Russie. Le territoire de l'Ukraine est un pays de cocagne pour la République des deux nations. Cette fédération de la Pologne et de la Lituanie est l'un des États les plus vastes de la fin du Moyen-Âge et l'un des plus éclairés. Le polonais est une immense influence linguistique. Les deux langues sont extrêmement proches. Ce sont véritablement deux peuples frères. La culture ukrainienne est davantage tournée vers l'Europe, l'Occident. Cela rentre en contradiction directe avec le récit qu'on a souvent entendu depuis Khrouchtchev dans les années 60. La relation avec la Russie sera toujours marquée par cette ambiguïté. Ce pays riche était une manne essentielle pour étendre un empire. La Moscovie, longtemps dominée par les Tatars venus de Mongolie, annexe peu à peu les territoires voisins. Cette expansion est parachevée par Ivan le Terrible, le premier tsar de ce qui s'appellera désormais la Russie. Son empire réunit toutes les principautés divisées par les Tatars et retrouve sa grandeur légendaire. L'idéal d'unification de provinces hétéroclites et de pays satellites n'a jamais cessé dans la conscience russe et tourmente encore son dirigeant actuel. Je vous raconte ici l'histoire de fantômes qui hantent encore chacune des actions des vivants. L'Ukraine, elle, est prise depuis longtemps dans les filets d'un autre dilemme, se soumettre à un occupant ou acquérir son indépendance. Les Cosaques ont tenté une forme de conciliation qui a échoué, s'allier à d'autres qu'ils pensaient égaux pour continuer à exister. C'est leur liberté qu'ils plaçaient au-dessus de tout. C'est d'ailleurs le cœur des paroles de leur hymne national. L'exemple le plus frappant de la persistance de cette idée, c'est l'hymne national ukrainien. Son refrain dit « Nous luttons corps et âme pour notre liberté et nous montrerons que nous sommes les héritiers des Cosaques. » Les héros de l'histoire ukrainienne sont les Cosaques. Ils imprégneront l'imaginaire populaire, toujours en opposition contre l'ogre russe. Ivan Mazepa se brisera cependant à la fureur de Pierre le Grand, furieux de voir les Ukrainiens s'allier aux Suédois pour le combattre, une trahison qui hante encore à la fois Zelensky, comme on le voit dans un sketch quasi prophétique, et Poutine. Скоро мы вас освободим. Нет, спасибо, не нужно нас освобождать. Как это? Так мы идем в Европу. Что? Да в какую Европу? Ну, в Европу мы идем. Мы же славяне, мы одной крови. Что ж вы опять про кровь начинаете, а? Вы идете в одну сторону, мы идем другим путем. Вы давайте в разные стороны пойдем, лет через 300 встретимся и поговорим. Какой у вас один путь, у нас что, же заплатим, один да, путь, да, у вас один путь, а мы выбираем раз. Такой у нас свой, у вас другой. Les héros nationaux sont parfois controversés, notamment violemment antisémites. Mais le peuple leur pardonne tout, puisque ce qui meut avant tout l'inconscient ukrainien, c'est sa volonté d'indépendance. Leur symbole demeure jusque dans les écrits du grand poète national Taras Shevchenko. Ses poèmes résonnent comme des appels à la rébellion. Cette langue que les Russes considèrent comme un dialecte, il lui donne ses lettres de noblesse. L'artiste sera incarcéré puis exilé,
mais il a légitimé l'ukrainien littéraire. À travers lui, je vois une culture qui prend conscience d'elle-même. Taras Shevchenko est une figure emblématique de l'Ukraine. Un personnage majeur dans la construction de son identité. Ce grand poète est pour les Ukrainiens ce que Pouchkine est pour les Russes. Après la destruction des grands empires au terme de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine tient une opportunité pour exister enfin lorsque les frontières des pays sont redéfinies après le chaos. Tiraillée entre les rouges de Lénine et les blancs tsaristes, l'Ukraine est comme toujours un enjeu. Elle est intégrée à l'URSS en 1922, mais jouit d'une relative marge de manœuvre tant qu'elle observe les valeurs des bolcheviks. Dans ce cadre strict et d'une manière assez paradoxale, l'art et un style d'architecture propre vont s'y développer. L'art et l'architecture ukrainiens connaissent alors une période d'une fécondité exceptionnelle. Des groupes d'artistes et des écoles d'art voient le jour à Kiev et à Kharkiv. Des artistes d'avant-garde, tels que Kazimir Malevich, nés à Kiev de parents polonais, vivent et travaillent en Ukraine. Ces années d'effervescence culturelle prennent le nom de Renaissance ukrainienne. Le cinéaste Alexandre Dovzhenko fait partie de ce renouveau. Ces 5 années ont été la seule période faste de l'ère soviétique. Par la suite, l'Ukraine n'a été qu'une colonie. L'avènement de Staline marquera la fin de cette courte période de répit. La totalité de la production agricole revient à l'État. On veut atteindre des objectifs économiques à marche forcée. L'Ukraine sombre alors dans une famine qui fera 4 millions de morts. C'est une forme de génocide, ce qu'on appellera l'Holodomor et qui demeurera un tabou profond. L'Europe mettra longtemps à le reconnaître. Depuis 2022, année de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, de nombreux pays reconnaissent officiellement l'Holodomor comme un génocide. On assiste à une sorte de parade où différents pays et différentes formations politiques reconnaissent l'Holodomor comme un génocide. Ils ne le font pas que pour la forme. Leur objectif est de montrer publiquement leur solidarité avec l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Je ne voudrais pas choquer les Ukrainiens, mais je pense que toutes ces initiatives visant à reconnaître l'Holodomor comme un génocide sont purement politiques. Dans les années 30, les idéologies extrêmes s'affrontent, le communisme contre le nazisme. Comme toujours, l'Ukraine se retrouve au milieu des tempêtes qui déchirent l'Europe. Le pays croit fugitivement à sa libération quand les nazis envahissent la Russie. Certains, comme Stepan Bandera, considérés aujourd'hui encore comme un symbole national, collaboreront, même si le remède est pire que le mal. Du chaos et de l'horreur ne pouvait survenir un espoir ou un équilibre nouveau. Les Allemands ont décimé et asservi la population, y ont commis le pire de la Shoah par balles. C'est ainsi que naquit le prétexte et la suspicion nazie encore utilisée de nos jours par Poutine. L'assassinat de Bandera est un événement déterminant. Il n'a pas été tué pour les actions qu'il a commises pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient assez négligeables. C'était un personnage de deuxième ou troisième ordre. En revanche, après l'avoir assassiné, l'Union soviétique en fait un symbole bien pratique de tout ce qui ne va pas en Ukraine. Le nationalisme des Ukrainiens, notamment. Il y eut Tchernobyl d'abord, qui sonna le glas de l'image de l'URSS protectrice. Ce traumatisme national, symbole de l'agonie soviétique. Et en avril 1986, c'est la catastrophe. Le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl entre en fusion. Et une gigantesque déflagration retentit en Ukraine. 2300 localités et plus de 3 millions de personnes sont touchées par les retombées radioactives, rien qu'en Ukraine. À Moscou, le gouvernement tente d'abord de cacher la nouvelle, puis de dissimuler l'ampleur de la catastrophe. Ça mena jusqu'à l'indépendance en 1991. C'est une histoire tragique que celle de ce pays, habitué à lutter pour son existence, alors qu'il est assailli par les pires fléaux. Poutine remet à jour les anciens défilés de la victoire qui datent de la Seconde Guerre mondiale pour justifier sa prétendue dénazification. C'est une instrumentalisation totale et une nostalgie à la fois tsariste et soviétique. Le président russe est tout entier tourné vers un passé qu'il rêve,
de vieux idéaux et des inconscients qu'il tente de raviver. Il s'attendait à une marche héroïque pour compter aux côtés de Vladimir, de Pierre le Grand ou même de Khrouchtchev en grand unificateur, mais il s'est heurté à une culture entière. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Pour se forger une identité moderne, on doit s'appuyer sur des réussites et des prouesses. De quand datent les accomplissements de la Russie au XXe siècle? De la période soviétique. Et quelle est sa plus grande prouesse? La grande victoire sur le nazisme. Nous avons libéré l'Europe, nous avons vaincu l'un des empires les plus maléfiques des temps modernes. Ça, c'est pour l'histoire. Les motifs abstraits et intellectuels de la guerre en Ukraine, la propagande peut tout expliquer et on peut tout comprendre, on peut choisir un camp, mais surtout, dans l'encre sèche des livres d'histoire, il n'y a pas la fumée des décombres ou bien l'odeur du sang. On s'en tire à bon compte, on peut faire les sachants. Mais rien ne peut totalement justifier le choc qu'est le spectacle d'une ville dévastée. Il faut s'y confronter, à hauteur d'homme, voir ce que la guerre produit pour de vrai et ce qui ne figurera jamais sur la carte des stratèges ou dans la rhétorique des tyrans. 20 jours à Mariupol de Mstislav Tchernov a remporté l'Oscar du meilleur documentaire de cette année. Le seul discours de remerciement du réalisateur se teintait d'amertume, puisqu'il souhaitait que son film n'existe pas. But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. Il est disponible sur la plateforme de France Télévisions. J'en discutais avec un ami qui me disait qu'il l'avait regardé et qu'il l'avait mis KO debout. C'est ce genre d'expérience. C'est la rapprocher du documentaire Pour Sama dans la Syrie dévastée. Ces œuvres rares qui vous font ressentir ou approcher l'effet réel d'une guerre sur ceux qui la subissent. L'objet du film est simple. Une équipe de reporters est restée en Ukraine et cherche à prendre et diffuser des images du terrain pour que le monde sache ce qui s'y joue. Les guerres ne commencent pas dans le fracas des explosions, mais dans le silence. Dans un présent qui devient lourd et un avenir soudainement incertain, impossible à anticiper. February 24th, 2022. The city looks normal. Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence. When we realized that the invasion was imminent, our team decided to go to Mariupol. We were sure it would be one of the main targets. D'un coup, je vois des gens être dépossédés de la vie telle qu'ils la connaissaient. L'envahisseur a beau prendre la posture du protecteur, les gens jetés dans les rues et dans la détresse auront bien du mal à entendre ses raisons, ou ils les démonteront d'un mot, lui opposant la sagesse toute simple de ceux qui veulent simplement vivre tranquilles. Я хотел жить в Украине спокойно и тихо. Я смотрел сегодня его выступление Путина, блядь, по интернету, блядь. Он там так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас чуть ли необходимость, блядь, вот надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. C'est une impression d'irréalité, presque d'uchronie absurde qui domine. La ville est encerclée. Partout des abris s'improvisent dans la hantise du pire. Cette ville de Mariupol a le malheur d'être stratégique. À 50 km de la Russie, les tirs de missiles sont une fatalité et les témoins seront rares à voir le brouillard de la guerre s'y étendre. Прилетели снаряды, много довольно-таки пострадавших, горели машины, осколков. Российская Федерация по-прежнему утверждает, что они не стреляют по гражданским. Ну, у нас во дворе были только гражданские. Военных у нас во дворе я не видел. Les reporters ont un nouveau rôle. Ils doivent filmer l'avion dans le ciel, les soldats tendus à l'extrême, les médecins qui sauvent des cas désespérés avec des moyens de fortune. Le dernier espoir, c'est la présence de la presse pour témoigner de l'histoire et de la tragédie en marche. Il y a un contraste spectaculaire entre les vues d'ensemble stratégiques
historique et le désordre des combats à hauteur d'hommes et de civils. February 27th. Soldiers are patrolling around Emergency Hospital number 2, a couple kilometers from the front line on the edge of the city. So far, Russians have not been able to break through. Tous les journalistes ont dû partir. Ne restent que les soignants qui ressemblent à un dernier bastion, les derniers feux d'une chance d'avenir. Ils sauvent les vies, une par une, s'élevant contre une absurdité qui en fauche des multitudes. Les médecins ne retiennent pas leur fureur, confrontés à leur manque de moyens et à l'ampleur de leurs tâches. Ils courent dans les couloirs et de chambre en chambre. Ils continuent d'écoper pendant le grand naufrage. Давай ее сюда! Давай ее сюда! Давай успеем! Снимите, как эти пидорасы не убивают местных жителей. Пожалуйста, покажите этому путинскому хуйлу вот эти глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. Пидор мой. Как он спасает людей всех. Показывайте. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. Давай, отошли. Отошли. Les mots sont impuissants à décrire ce qu'on ressent devant ces horreurs dont on sait qu'elles existent. Souvent, on s'en préserve, on se tient à distance, on voit même parfois des beaux esprits dans toutes les guerres parler de victimes inévitables et de causes nécessaires. Je me demande quelle cause justifie qu'on rase des villes entières ou qu'on y ampute des enfants. Les hôpitaux sont bombardés, les morgues débordent au fil des jours, tout vient à manquer, tout est sans issue et sans lendemain. And day after day, the conditions in the hospital get worse. Может мне от той стороны зайти? Попробуйте. Давайте. Запусти сюда. This is one of the boys who was hit while playing soccer. Жень, вот он сидит, Жень. Doctors smile at him, but I hear a whisper that his leg may need to be amputated. Parce que la grande force de ce film est qu'il porte en lui des images déchirantes, qui n'appellent pas de commentaires ni de répliques. Une mère y perd son enfant de 18 mois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Quel sophisme peut-on apposer à cette image? Il y a une intelligence du témoignage, un caractère irrévocable aussi. Le reporter de guerre, presque étymologiquement, rapporte ce qu'est la guerre. Kirill, 18 months old. Не удалось спасти. Le drame de ces messagers-là est qu'ils ne savent pas comment faire circuler leur information. Ils sont coincés dans les jours en suspens. Dans l'attente des prochains fléaux, ils filment. Продолжаем работать без электроэнергии, воды и тепла. Есть нюансы небольшие с обеспечением, а именно не хватает сейчас анальгетиков. В общем, вот так. Находимся уже на рабочем месте уже более недели, кто-то еще больше, так что вот так вот. Продолжаем работать. L'isolement de la ville est total. Bientôt, sortir d'un hôpital devient une mission périlleuse. Les quartiers sont en ruine et les couloirs humanitaires sont fermés. Évidemment, les échos sont nombreux avec ce qui se passe à Gaza. Et la difficulté à en diffuser des images est la même. Car bientôt, le salut et la prise de conscience ne peuvent venir que des caméras. C'est en train de se passer. Et la réponse tarde, tandis que sont décimées des populations entières. On le sait, là encore, on vit malgré ça, mais c'est une autre histoire que de voir illustrer les conséquences de notre indifférence. Оставаться мне теперь с домом моим.
Откуда, ребята? Ну пусть кто-то принимает меры, нас убивают. Ой. Как вас зовут? Людмила. Людмила, а фамилия ваша как? Амелькина. Скажите, Людмила, это ваш дом, да? Да. Les pays en guerre révèlent ce que chacun a dans le ventre. Un brave ou un bourreau, comme chantait Jean-Jacques Goldman. C'est comme une radiographie. Je vois les inconscients se déchaîner dans la ville, sans le vernis superficiel de civilisation qui maintient les citoyens sereins. Les gens bien deviennent meilleurs encore, les vicieux deviennent des raclures. En chacun se joue une lutte intime contre l'isolement. Devant chacune des silhouettes qu'on croise, on ressent que la guerre finit par se jouer également en lui. Les décombres des villes sont également ceux des consciences, la fin de tout ce qu'on croyait être. The city changed so much, so quickly. When we were in the hospital, one of the doctors told me, war is like an X-ray. All human insides become visible. Good people become better. Bad people, worse. Dans ce que la caméra scrute, il y a quelque chose d'implacable et d'affreux qui vous prend au ventre. Pour la diffusion télévisée, on a flouté les visages et les blessures. Il ne s'agit là que d'un cache-misère. Je saisis tout. De la désorientation générale, cette perte de repère qui transforme en animaux traqués. Je songe aux paroles de mon ami, cette impression d'être KO debout. Je commence à la ressentir. Il y a l'onde de choc et le bruit des bombes. Le temps que je mets à accepter ce que je vois, la distance que le documentaire abolit. L'hôpital bombardé et l'hébétude des gens paniqués qui en sortent, et moi qui regarde en questionnant mon voyeurisme, peut-être mon indécence cachée derrière mon droit à l'information. Да куда он сбросил? Туда. А что там? We go to the top of the building and see the smoke just a few blocks away. It's a hospital. L'horreur est là, permanente, à la fois quotidienne et surréaliste. Je songe à ce qu'on entend souvent dans ces cas-là. Si on l'écrivait, personne ne le croirait. L'incrédulité qu'on oppose souvent à ce qu'on ne supporte pas. Ce sentiment vague et dangereux que tout ça n'arrive pas vraiment. Ce refuge de tous les révisionnistes que les agresseurs ne manquent jamais d'exploiter. Pourtant, je vois cette femme enceinte qui meurt. J'en suis le témoin improbable. Cette immédiateté-là qui me serre à la gorge. Parce que les images sortent et elles sont insoutenables. Alors on leur oppose des mensonges et des manipulations les plus grossières pour que l'opinion publique se tienne tranquille. Peut-être, et j'ose l'espérer, pour préserver dans la mauvaise foi ce qui nous reste d'humanité, parce que la peinture que nous renvoie la réalité devient bien trop sombre. With Russian officials claiming on Twitter and in news programs that they must be actors. Это так называемые фейковые новости и постановочные фото- и видеосъемки. Последняя такая подделка из Мариуполя. This maternity hospital had already been seized by the Azov battalion and other radicals. All the pregnant women, all the nurses, all the service personnel were already expelled from there. Якобы имевшая место авиаудар полностью режиссированная провокация. La réalité est contradictoire, imprévisible. Les soignants vont réanimer un bébé pour qu'il pousse son premier cri et qu'un temps, on ne soit plus pendu qu'à ses battements de cœur et plus au coup de feu dans le lointain. Il devient le refuge de notre grâce et de notre rage de vivre, juste avant que les bombes ne reprennent. Je frissonne devant cette lumière qui passe à travers les fissures, ce qu'il y a d'avenir dans un tout premier cri qui a vaincu tout ce qui s'opposait à lui. Давай, кто там не бежит? Девочка! Время сколько, скажите? Время. Хорошо.
Au milieu des menaces et des tanks qui approchent, il y a cette volonté de s'en tirer, de s'échapper. On est collé au souffle d'un homme qui court au milieu d'une ville mourante pour transmettre des images, pour montrer cette barbarie kafkaïenne, où l'on ne sait même plus bien qui bombarde et où ça n'a plus d'importance. This morning, they broke into the surgery department to rescue us. They said we were already behind the enemy lines. Sortir de la confusion et faire sens, remettre de l'ordre au monde et dire ce qui se passe réellement en Ukraine, telle est la grande mission de ce film. Il vous laisse groggy, plusieurs fois à court d'air. Je me dis que le sujet de cette vidéo est dur. Je me permets des pauses, mais j'y reviens. Parce qu'après avoir vu ce film, je suis devenu moi-même dépositaire de son message. La réalité qu'il y a dans la terreur des chiffres. 3 millions de réfugiés, 25 000 morts, pendant les 86 jours de siège de cette ville. Vladimir says he can try to take us with his car. I tell him it's dangerous, but he wants to help to get us and our materials out. And he still hopes if the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. Je voudrais revenir à cette idée que j'évoquais plus tôt. La guerre nous réduit dans son absurdité à ce que nous sommes vraiment, bons ou mauvais. Ce qui dort dans notre ventre. À la vie et à l'humanité qui trouvent toujours leur chemin, même au milieu d'un paysage ravagé qui ressemble à un cauchemar. C'est ce à quoi m'a fait songer le long format de Thibaut Isoré sur Blast, 2 ans de guerre en Ukraine, à Kherson secourir sous les bombes. J'aimerais finir là-dessus, sur cette solidarité, cette communauté des soignants qui se réinvente, qui recrée des liens sur des ruines, ce qui permet de garder espoir, ce qui permet de se reconnaître enfin et de se sentir appartenir à une famille indéfectible. It's my Шрек, Вінні-Пух. Це я. Відзнака президента України за оборону України. Ми виїжджаємо завжди туди, де є проблеми, де є поранені, постраждалі, і надаємо їм допомогу як домедичну, так і ППД називається, першу психологічну допомогу. Так, ми як сім'я і кожен, тобто дивіться, я командир загону, ми стоїмо пліч-о-пліч і допомагаємо нашим друзям, нашим побратимам, посестрам. Незалежно, бабуся захворіла, чи мати мама захворіла, чи десь, якщо якась трапилась проблема, ми працюємо. І знову таки, з сім'єю ми стоїмо під час цієї роботи. Il faut trouver des refuges à la tendresse, des bastions, ce que les instants peuvent encore apporter de réconfort. Jouer avec un chien, rire, parler, tout ce qui nous rend humains, fragiles, tout ce qui est interrompu sans cesse par les explosions et la ronde des drones, mais qui n'est jamais vaincu. Це розрядка. Кожен поїде. Ага. Все. Не получается, все. А все. Не укусишь, не получается. Їй десь 3 місяці, 4 місяці. Тільки привезли. Ми були на евакуації, хлопці привезли військових. Собака народила щенят, ну і привезли. Чому важливо? Це дуже класно. Найди сюди, найди, іди сюди. Айда. Quand un chauffeur raconte sa vie, celle d'avant et celle de maintenant, ça donne une biographie presque irréelle. Pourquoi reste-t-il? Pour aider les gens. Pas d'idéologie, pas de prétexte géopolitique ou de grands motifs historiques dans chacun de ses gestes. Les véritables héros, bien souvent, ne sont pas en quête de médailles ou de gloire.
Ils sont les piliers qui supportent simplement leurs semblables. Живаю тут уже з 2001 року. Ходив в школу, виріс, батьки мої. Тут я познайомився зі своєю дружиною. Тут же ми оженились, тут же у нас народилось 2 дітей гарненьких. Зараз моя дружина і діти в Чернівцях, тому що Херсон, на жаль, зараз зона бойових дій. Я залишаюсь в Херсоні, тому що доки в Херсоні залишаються люди, кому потрібна допомога, тому тут і залишаюсь. Да, страшно, да, важко. Інколи під обстрілами працювати дуже складно, багато хто не витримує морально. Але якщо всі звідси уїдуть, то хто тоді буде допомагати тим, хто виїхати не може? Au milieu du chaos, je vois ce paradoxe étrange de résignation et de résistance, de peur aussi, d'isolement surtout, ce qui est au fond la première caractéristique de la guerre. Couper le contact avec l'extérieur comme on l'a vu à Mariupol. Les gens ont peur, se méfient de ceux qui veulent les faire parler. Les hommes que je suis ici rétablissent simplement une forme de contact, dans la chaleur d'une poignée de main, d'un regard ou d'une vraie visite, comme quelqu'un qui vous appelle par votre nom après un long silence. Інтерв'ю давайте не буду. Просто скажіть, будь ласка, як ви живете. Просто вклійтеся. Це все окупація для нас. Обстріліть. Я не хочу. Все дуже добре. Тому що ми тільки скажемо, нас постійно обстрілюють. Понімаєте? Я розумію. Понімаєте? Тільки вжилися і є, блядь. Сьогодні атакували нам з дронами. Каже, я не буду. Просто боїться людей. А обстрілюють кожен. Це ми бачили вирву позавчора. Тут таке масове виїзд людей був, в трасі, ужасно. Жінка прибігла, плаче, каже, всі люди тікають куди. Ну, документи зібрали, все як положено. І мені там сусід покойний зараз обіцяв, що я вас заберу там родичів, я вас заберу. Приїхав, каже, у мене тільки одне місце. А вже не було время розсуждати. Я жінки кажу, так, їдь, що будете? Та раді Бога. Нічого. Боремося. Il y a cette dimension. Souviens-toi de ce que c'est qu'être un homme ou une femme. Souviens-toi de la vie d'avant, de la légèreté et des rires. C'est une invincible dimension. Cette faculté à survivre, cette faculté à sourire et à être ensemble. Потому что, судя по нашему общению, там народ просто прозреет. Пацаны, суржик наше все. Хрен пойму, блядь. Ни один транслейтер не возьму, блядь. На просушку все. Est-ce qu'on va survivre ? On entend cette question ici. Et loin des cartes et des frises historiques, on voit que oui. L'opiniâtreté qu'il y a dans le simple fait de distribuer de l'aide humanitaire et de discuter ensemble. Ce qui sauve des guerres, ce n'est peut-être que ça. Au bout du chemin, je ne sais pas si j'ai vraiment éclairé ce pays si riche dans sa terre et si convoité au long des siècles. J'en ai approché avec vous l'histoire, les causes qui nous ont menés jusque-là, jusqu'au combat et jusqu'à ceux qui les subissent, les échos que ça ravive. Je me dis qu'on les voit également, ces images de dévastation et de désespoir à Gaza. Ces déchaînements sur des populations entières, quelle que soit la cause. Notre rôle, c'est de regarder les images et de témoigner de l'effet qu'elles nous font. Tenter de les comprendre avec le cœur. Réaliser surtout que l'information doit circuler pour vaincre les propagandes officielles et toutes les mauvaises voix. Ressentir en soi ce que ça fait d'être en guerre, loin des slogans d'État et des manipulations d'opinion publique. Peut-être ces 3 documentaires ont pu restituer cette simple dimension humaine, l'empathie aussi, qui bien souvent étouffe sous les débats stériles, la fraternité qui naît au bout des films et au cœur des vivants.
Alors si cette fraternité vous touche, si vous avez envie de croiser des regards et des visages qui nous racontent des histoires qu'on ne voit pas forcément ailleurs, merci de soutenir Blast si vous le pouvez. Et au mois prochain pour le prochain Doc Doc Doc.